Bonjour les runners, bonjour les sportifs, bonjour au petit monde de la course à pied, c'est Seb et je suis comme chaque semaine ravi de vous retrouver pour aujourd'hui un 68e épisode du podcast À côté de mes pompes qui va nous emmener un petit peu aux quatre coins de la planète. Alors avant de débuter cette présentation de mon invité du jour, je voulais faire un petit coucou à un auditeur qui m'a laissé un commentaire. Donc PBRCO 45160, je te salue. Il nous dit un podcast à découvrir, podcast sur le running and beyond, où l'invité partage sa passion et comment s'inscrit celle-ci dans sa vie. À écouter sans hésiter, bravo Seb pour ses portraits en profondeur d'athlètes au profil si différent. Alors merci pour ce commentaire, je vous invite à en laisser d'autres, il tombe régulièrement ces commentaires un petit peu comme les feuilles avec l'automne qui s'invite dans nos univers de runners. J'ai ressorti pour ma part la petite veste, le gilet également pour être visible lorsque je vais courir. Enfin bon, une saison qui s'installe mais qui ne doit pas nous empêcher donc de pratiquer nos passions communes, à savoir le running. Alors moi je vous attends pour en discuter sur les réseaux. Vous les connaissez, c'est Facebook, c'est Instagram. Et donc si vous écoutez le podcast, identifiez-moi dans vos stories, dans vos publications. Et puis n'hésitez pas, comme l'a fait PBRCO 45160, à me laisser un petit avis 5 étoiles sur Apple Podcast. Ce qui permet au podcast d'être un petit peu plus visible, de remonter et puis de le partager, d'être toujours dans une communauté qui est grandissante. Alors, mon invité du jour est un agent de voyage, mais un agent de voyage pas comme les autres. Lors de cet épisode, j'ai fait la connaissance de Jérôme Lollier, fondateur de l'agence Canal Aventure il y a désormais 10 ans. Jérôme est organisateur d'ultra-marathons aux quatre coins de la planète. À l'image du Marathon des Sables qui vient de se terminer, pour lequel il a travaillé, il vous emmène parcourir sous forme de trail des paysages magnifiques. Alors avec lui, lors de ces séjours, vous ne disposerez pas de chargeur de téléphone, pas de chaise, vous devrez monter votre tente et allumer votre feu. Ce ne sont donc pas des vacances farniente qu'il vous propose, mais l'essentiel est ailleurs. Le partage, la rencontre sont les deux aspects qui poussent Jérôme à organiser des courses. L'une d'entre elles, en Australie, est une des plus longues au monde, elle mesure 500 km en autonomie alimentaire totale. Dans cet épisode avec Jérôme, nous évoquons toute cette organisation, ses réussites, mais également ses difficultés et cette relation humaine à laquelle il attache une grande importance. Après 10 années à parcourir la planète, il en a profité lors du confinement pour écrire un livre qui s'appelle Le chemin de l'aventure et qui vient de sortir. Un grand merci Jérôme pour ce moment de partage lors de notre enregistrement entre deux avions. Tu revenais de Bolivie avant de repartir en Namibie. Et en ce 15 octobre, jour de sortie de l'épisode, je te souhaite un joyeux anniversaire. Je voulais faire également un petit coucou à Frédéric de l'agence Epic qui nous a mis en relation avec Jérôme. Alors je vous laisse donc en compagnie de Jérôme Lollier, un coureur aventurier, un organisateur de courses pour ce nouvel épisode du podcast À côté de mes pompes. Bonjour Jérôme, merci d'être l'invité du podcast aujourd'hui. Alors ensemble, on va voyager puisque tu es donc le fondateur d'une agence de voyage un petit peu particulière qui mêle donc la découverte, les nouveaux paysages, mais également la course à pied. Alors comment vas-tu? Parce que je sais que tu es en transit pour quelques jours en France après un retour de Bolivie. Bonjour Sébastien, merci de m'accueillir et de me donner ce temps de parole. Et écoute, je vais très bien. Effectivement, je suis quelques jours en France après avoir repris les voyages et surtout l'organisation de nos événements. On était en Bolivie en septembre, il y a quelques jours encore, donc c'est très bien, ça s'est très bien passé. Et puis je repars la semaine prochaine aussi sur d'autres terrains en Afrique, donc non, je vais très bien, tout va bien. Alors Jérôme, je vais te laisser te présenter pour nous dire qui tu es, d'où tu viens et ce que tu fais au quotidien avec peut-être un accent sur ton parcours de sportif. Ouais, écoute, j'ai 43 ans, encore quelques semaines. Je suis rouennais, donc je vis en Normandie quand je suis en France. J'ai toujours baigné dans le sport. J'ai eu un parcours de sportif dans le judo. J'ai pratiqué le judo à haut niveau pendant plusieurs années. Et puis après, j'ai fait des études aussi dans le sport. C'était vraiment
qui m'intéressait le plus, avec l'ambition dans un premier temps d'être professeur de PS. Après un premier stage qui s'est pas passé exactement comme je l'imaginais, j'ai changé mon fusil d'épaule et je suis parti dans une autre direction, plutôt explorer la communication, le marketing. J'ai eu la chance de faire des stages qui m'ont permis de découvrir de beaux événements, notamment le Tour de France cycliste. C'est un événement sur lequel j'ai pu travailler plusieurs années. Au cours de mes études, j'ai également eu la chance de rentrer dans les équipes du Marathon des Sables. J'ai découvert ce type d'événement. On était en 2001, 2002. Donc c'était ça fut vraiment une belle expérience. Et puis très rapidement après mes études dans le sport, je me suis mis à mon compte en tant que consultant en communication, avec le projet de pouvoir collaborer avec des annonceurs, avec des médias, avec des organisateurs, pour faire en sorte de pouvoir communiquer autour et avec le sport de la meilleure façon possible. Voilà, pendant ces premières années de vie professionnelle, j'ai continué à travailler sur le Tour de France et aussi sur le Marathon des Sables, donc des événements sur lesquels je suis intervenu presque 10 ans. Et puis plein d'autres événements, des tournées des plages, des championnats du monde de judo. Voilà, des événements qui me plaisaient beaucoup, mais il me manquait quelque chose. Alors, tu parlais d'aventure, de voyage, je pense que c'était ça un peu qui me manquait. Et bien finalement, j'ai fini en 2010 par créer une agence de voyage, une deuxième société avec laquelle j'organise maintenant des événements sportifs. Donc, je suis plus simplement un intermédiaire ou un prestataire sur les événements. J'ai la chance de pouvoir organiser mes propres événements et c'est quelque chose qui me plaît énormément. Alors, est-ce que c'est cette finalement immersion lors du Marathon des Sables qui t'a donné le goût de l'aventure et de créer ta propre société? On va voir qu'elle est quand même particulière parce que c'est pas juste un tour opérateur pour emmener des touristes aux quatre coins du monde. C'est vraiment comme le Marathon des Sables, une organisation de courses à travers le monde. Ouais, le Marathon des Sables a été un déclic. J'avais un coureur dans ma région qui participait à ce genre d'événement, qui est devenu un ami, Nicolas Autray, un coureur d'Évreux. Et souvent, on voyait des articles passer, donc je connaissais l'événement. J'ai eu la chance par une amie de pouvoir y rentrer. Et c'est vrai que ça m'a vraiment plu. À cette époque-là aussi, je suivais des événements comme le Paris-Dakar, qui était autre chose que ce que l'on peut connaître aujourd'hui. C'est des événements, un événement qui parlait beaucoup de l'Afrique, où on voyait beaucoup ça racontait beaucoup d'histoires à travers des parcours de vie sur place, etc. C'est vraiment une époque où voilà, l'Afrique notamment m'attirait énormément. Le Marathon des Sables a effectivement été pas une révélation, mais en tout cas ça m'a conforté dans l'idée que c'était quelque chose qui me plaisait. Et c'est vrai que quand j'ai en 2010 voulu créer mes événements, j'avais envie de retrouver un peu ce qui se faisait à cette époque-là, l'esprit originel de l'aventure. On appelait à l'époque des courses d'aventure. Aujourd'hui, il en existe plein. Il y a des courses un peu partout dans le monde, de différents formats. Mais déjà, aujourd'hui encore plus, mais déjà en 2010, je trouvais que les événements perdaient un peu de leur essence. Il y avait beaucoup de monde. On partait pas toujours explorer des terrains inconnus. Et avec Canal Aventure, j'avais envie de retrouver cet esprit-là d'aventure, de proposer des destinations peu connues, vraiment pas touristiques, avec un format à taille humaine, puisque nos courses, et encore aujourd'hui, rassemblent entre 15 et 30 coureurs. Donc finalement, tout le monde est obligé de se parler, de se connaître. Ça nous permet de visiter des territoires peu visités, ou avec parfois peu de capacité hôtelière ou de possibilités de se loger, mais c'est ce qui nous convient, c'est ce qui nous plaît. Et voilà, c'est ce qui a permis, c'est ce qui m'a motivé en tout cas dans l'idée de faire mes propres événements. Et puis, c'était vraiment aussi l'idée de pouvoir avoir une activité presque artisanale en ayant la chance d'intervenir à toutes les étapes de la préparation de l'événement, c'est-à-dire partir sur un nouvel itinéraire, créer l'itinéraire, reconnaître, trouver la logistique sur place, revenir ensuite en France, pouvoir organiser toute la commercialisation, la communication. Donc, avoir des événements à taille humaine de ce format-là me permet d'intervenir à tous les niveaux, sans intermédiaire, et de pouvoir, avec parfois des intervenants extérieurs qui participent avec moi à l'élaboration des projets, ou avec évidemment une équipe pendant les courses, mais de manière assez autonome de pouvoir gérer l'ensemble de ces courses.
Alors, tu trouvais que le marathon des sables était peut-être justement un petit peu trop classique. Tu en avais fait le tour et tu voulais proposer à des sportifs, à des aventuriers, un format un petit peu nouveau sur des territoires peut-être inexplorés où des courses n'avaient jamais eu lieu. Ouais, il y avait ça. Alors, c'est classique, mais dans le bon sens du terme. Le Marathon des Sables est un formidable événement. C'est le précurseur, c'est le premier. Toutes les courses qui existent aujourd'hui sont finalement les enfants du Marathon des Sables. Et c'est vraiment un événement formidable. Mais c'est vrai il y a une évolution de ce type de course-là où finalement aujourd'hui partir euh, dans un événement où il y a beaucoup de monde, où on va se retrouver peut-être pas souvent tout seul, c'est pas ce qui m'attirait. J'avais vraiment envie, comme tu le dis, de partir sur des destinations nouvelles, d'explorer des terrains que peu de personnes pouvaient aller voir. Et puis encore une fois, de retrouver un format à taille humaine. Donc on a eu la première destination était l'Australie. Et effectivement, pour créer un nouvel événement et pouvoir exister, mon but a été de faire un événement un peu différent, on va dire hors norme. C'est comme ça que certains le qualifient, puisque la première course qui a eu lieu en 2011 en Australie, qui s'appelle The Track, à une distance de 520 km en autonomie alimentaire pendant 10 jours. Il y a 9 étapes. Donc finalement, c'est 2 fois le format du Marathon des Sables que l'on a proposé. Donc, et dans un territoire où effectivement personne n'avait été avant, puisqu'on fait partir la course de quelques kilomètres d'Alice Springs, au cœur de la Outback australien, et on arrive au pied de l'Uluru. Donc un territoire assez compliqué aussi à traverser, puisqu'il y a des territoires aborigènes, il y a des parcs nationaux, il y a des terrains privés. Mais c'était le challenge de se dire, voilà, si on fait quelque chose, autant, comme tu viens de le dire, de faire quelque chose de différent, d'aller explorer des territoires moins connus, peut-être plus difficiles en termes d'accessibilité. Mais c'était le pari, et finalement, après 10 ans et 27 événements maintenant organisés, je trouve que ça a plutôt bien fonctionné. Alors, dans cette organisation, toi qui étais sportif de haut niveau dans le judo, on l'a compris tout à l'heure, est-ce que tu as dû te mettre à la course à pied pour repérer les traces, pour aller chercher des itinéraires qui soient justement un petit peu hors du commun? Ouais, évidemment. Enfin, je courais déjà avant, parce que encore une fois, j'ai toujours fait du sport, et la course à pied est un formidable moyen de s'entretenir, de se préparer, de garder la forme, tout simplement. Donc, j'ai toujours couru. Mais c'est vrai qu'il y a certains itinéraires, notamment en Norvège, où on est dans les Alpes de Lingen. Donc, c'est un itinéraire qui peut se faire évidemment qu'à pied. Donc, je fais l'itinéraire. Au Vietnam aussi, c'est un parcours qui est essentiellement dans les montagnes, dans la jungle, dans la région de Mae Chau. Donc, c'est des itinéraires que l'on fait à pied. Donc, il y a des destinations plus difficiles que d'autres. La Bolivie, par contre, il y a beaucoup moins de marches. Donc, je dois reconnaître qu'on est plus souvent dans un véhicule. Mais oui, on teste, on court comme les coureurs. Et puis, il y a évidemment des parcours qui imposent de courir. Après, ça a été une remarque. Je rebondis sur cette idée-là, parce que souvent, et je le dis dans le livre qu'on va évoquer tout à l'heure, c'était souvent une remarque au début de se dire, mais pourquoi tu organises des courses puisque tu n'es pas coureur, et éventuellement tu sais peut-être même pas organiser une course parce que tu n'es pas coureur. Mais effectivement, c'est ce que tu disais aussi, il y a des aspects transversaux entre le sport de haut niveau, la course à pied de haut niveau, puisque finalement, lorsque vous partez à l'aventure pendant 5 jours, 10 jours sur The Track, il y a toute une préparation, il y a une préparation logistique, il y a une préparation physique, il y a une préparation mentale, il y a une préparation alimentaire. Donc, il y a des fixations d'objectifs intermédiaires, des objectifs finaux. Donc, tout ça, finalement, ce sont des choses que l'on connaît, quel que soit le sport que l'on pratique. Et évidemment, après, il y a des connaissances spécifiques à avoir par rapport aux équipements, par rapport aux sensations qu'on peut avoir en tant que coureur. Mais c'est des choses que je savais, que j'ai apprises aussi avec l'expérience et en côtoyant les coureurs. Mais c'est quelque chose au début qu'effectivement on m'a fait remarquer. Je n'étais pas coureur, donc ça paraissait étonnant que j'organise des courses. Mais voilà. Mais c'est aussi un métier qui s'est professionnalisé, donc être professionnel de l'organisation, c'est plutôt un bon point pour être organisateur. Donc aujourd'hui, tu es effectivement agence de voyage. C'est quelque chose qui est réglementé. Demain, je peux pas, moi, dire j'emmène 30 personnes au fin fond de la Patagonie pour réaliser un ultramarathon. Tu as dû passer par des certifications et obtenir un label d'agence de voyage spécifique pour ce type de manifestation.
Tout à fait. Alors, il y en a qui ont essayé, justement, hein, les trentaines de personnes envoyées en Patagonie. C'est un bon exemple, parce qu'il y en a qui ont essayé. Non, aujourd'hui, et depuis quelques années, alors je ne sais pas depuis quand exactement, mais en tout cas, depuis que nous, on exerce, depuis une dizaine d'années, c'est une activité qui est réglementée. Vous devez être enregistré à Atout France. Vous devez avoir une garantie financière, une assurance. En tant qu'agent de voyage, vous devez justifier de vos compétences. C'est une autorisation qui est valable 3 ans, qui est donc renouvelable, mais étudiée tous les 3 ans. Et ça permet effectivement d'avoir un cadre professionnel. C'est une contrainte pour nous en tant qu'organisateur, mais c'est une contrainte positive puisque ça permet aussi de justifier qu'on est professionnel, sérieux. Et pour les coureurs, c'est un gage de garantie sur finalement le fait de s'engager avec nous. Ils savent que on fait pas ça à la légère et qu'on a effectivement des comptes à rendre. Donc voilà, c'est une activité qui est réglementée et c'est dans le bon sens du terme. Et ça participe aussi à ce qu'on disait sur l'évolution de ce type d'organisation depuis maintenant 15 ans. Il y en a de plus en plus, mais effectivement, il y a eu des contraintes réglementaires d'imposer et c'est très bien pour tout le monde. Alors, quand tu as débuté, comment tu as réussi à faire ta place dans justement ce milieu de la course aventure qui était peut-être pas aussi démocratisé qu'elle l'est aujourd'hui. Tu as rencontré des difficultés, tu le disais, hein, on t'a mis dans les roues entre guillemets et dans les dents que tu n'étais pas coureur, donc tu n'avais peut-être pas l'expérience que peuvent avoir d'autres organisateurs. Est-ce qu'il y a eu d'autres difficultés? Non, après, je pense que c'était surtout le positionnement. C'est-à-dire que, comme je le disais, le positionnement et mon ambition n'a jamais été de faire un événement, j'ai envie de dire, grand public en rassemblant des centaines de personnes. Je me souviens de quelqu'un un jour qui m'avait dit, moi, je veux créer un événement, je veux faire un marathon des sables bis. Mais en fait, ça se décide pas et surtout, ça n'a jamais été mon ambition d'avoir un événement avec plusieurs centaines de coureurs. Le format qu'on a adopté, c'est un format à taille humaine, encore une fois. Et donc, je veux pas toucher une élite, mais je n'ai pas envie de toucher tout le monde. Je sais que les coureurs qui viennent chez nous, ce sont des coureurs qui sont sportifs et qui ont surtout une âme d'aventurier, qui ont envie de sortir des sentiers battus, qui ont envie d'avoir une expérience un peu différente. Et donc, on ne s'adresse pas à tout le monde. Donc, dès le départ, j'ai su que la communication, il fallait avoir des créneaux bien spécifiques, savoir à qui on parlait, comment on allait leur parler. Il y a eu beaucoup de pédagogie finalement pour expliquer aux gens que notre volonté, c'était pas de grandir en termes du nombre de coureurs, mais plutôt en termes de qualité et de faire en sorte de toujours s'efforcer d'avoir des destinations authentiques, d'expliquer aussi qu'il faut avoir du sens derrière ce que l'on fait. Parce que finalement, payer un voyage pour aller courir en Bolivie ou en Australie ou au Vietnam, une dizaine de jours, c'est un budget, c'est du temps, c'est de l'investissement. Et si on fait ça uniquement pour la course à pied et la performance, de mon point de vue, c'est se limiter. Donc, on a aussi beaucoup fait d'efforts de pédagogie, entre guillemets, pour expliquer aux gens que la course, la performance, c'est génial, mais il faut aussi courir souvent on dit courir avec les yeux ouverts pour que voilà, vous puissiez apprécier aussi toute la chance que l'on a de faire ce genre d'aventure. Donc non, il n'y a pas eu tellement d'obstacles finalement, et c'est juste accepter le positionnement que j'avais choisi et se donner le temps de bien faire les choses. Encore une fois, à l'image d'un artisan, en prenant le temps de bien travailler, de se donner le temps. Et puis la meilleure communication, c'est le bouche à oreille. Donc finalement, aujourd'hui, on a des coureurs qui viennent des 4 coins du monde, qui nous connaissent et qui parlent entre eux de ce qu'ils retrouvent avec nous. Et c'est ces gens-là qui font venir d'autres personnes. La meilleure communication, c'est le bouche à oreille et bien faire son travail. C'est un peu le postulat que j'ai adopté. Est-ce que tu as encore en tête les premiers participants de cette course en Australie qui a été la première donc de Canal Aventure? Est-ce que tu as gardé des liens avec ces pionniers qui t'ont accompagné sur cette première trace? Ou est-ce que voilà, il y a eu un bon nombre de participants qui ont vu finalement les événements se succéder, peut-être des fidèles, des gens qui au fur et à mesure des années t'ont suivi sur ces différents événements et qui aujourd'hui participent à chacune de tes courses? Ouais, on a des fidèles. Alors de la première, j'en ai 3 qui me viennent spontanément à l'esprit. Je parlais tout à l'heure de Nicolas Autrey que j'avais connu quand j'étais étudiant, qui est coureur normand aussi et qui a fait la première édition de The Track, qui est venu régulièrement avec nous au Vietnam, en Afrique
il y a 2 ou 3 ans. Une participante que vous connaissez certainement, Cécile Bertin, qui a fait la première édition de The Track aussi, qui est venue ensuite faire la première édition en Inde, la première édition en Bolivie, qui a fait la première édition en Afrique également et en Norvège. Donc, elle a fait toutes nos courses, elle est venue régulièrement avec nous, elle est revenue sur certains parcours. Et puis, je me souviens aussi d'un coureur danois qui va venir d'ailleurs dans quelques semaines au Mozambique. Donc, non, ils étaient 23 coureurs à la première édition de The Track. Et parmi ces 23, il y en a peut-être 20 à 30% qui sont revenus régulièrement. Et ce taux de fidélisation, on va dire, est assez révélateur. On a, je crois, 40-45% des coureurs qui sont venus au moins 2 fois avec nous. Donc, les gens viennent, reviennent. Et effectivement, on a, comme tu le disais, un groupe de coureurs de fidèles parce que finalement, ils ont trouvé avec nous ce qu'ils recherchaient en termes d'aventure. Ils s'y retrouvent et ils reviennent régulièrement. C'est aussi pour ça qu'on a envie de nourrir de nouvelles courses, de proposer de nouvelles courses là, dans les années à venir, parce que on sait aussi que les gens ont envie de découvrir de nouveaux territoires et que finalement, une fois qu'ils sont venus avec nous sur les 5 destinations que l'on propose, c'est bien de leur proposer autre chose. C'est bien pour eux et c'est bien aussi pour moi, parce que j'ai aussi envie de découvrir de nouveaux territoires et de me challenger. Alors, comment se passe, Jérôme, la prise en main d'un sportif qui viendrait te contacter aujourd'hui chez Canal Aventure en te disant « je veux faire un ultramarathon ». Comment tu l'accueilles et que comprend finalement le pack voyage que tu peux lui proposer? Alors, comment on l'accueille? On l'accueille très simplement, c'est-à-dire que souvent les contacts se font par mail, rarement par téléphone, mais ça arrive. Il n'y a pas de sélection, il n'y a pas de point à voir. Tout le monde est bienvenu. Évidemment, il y a besoin de s'entraîner, de se préparer évidemment pour faire ce genre de course-là. Mais on ne demande pas aux gens d'avoir une expérience particulière. Ce que je préfère privilégier, c'est la motivation, c'est l'envie que la personne va nourrir pour venir avec nous. Donc voilà, on prend le temps d'expliquer, si c'est nécessaire, d'expliquer les difficultés, les contraintes du terrain, les particularités de l'aventure sur laquelle la personne veut s'engager. Mais une fois que ces aspects-là sont évoqués, après, il suffit de s'inscrire et notre travail, finalement, c'est de proposer un cadre pour que l'aventure se passe sans mésaventures, pour faire en sorte que ces personnes-là puissent performer, se réaliser, parfois se surprendre, et que tout ça se passe évidemment très bien. Ensuite, ce qui est compris dans l'offre, bien souvent il y a 2 à 3 jours de prise en charge avant l'événement et la même chose entre 1 et 3 journées après l'événement. Donc ça permet d'avoir un temps avant l'événement pour accueillir les personnes dans une ville en particulier. Puis ensuite, souvent il y a un transfert pour rejoindre le lieu de départ. Il y a un temps aussi, une journée qui est consacrée au contrôle technique et médicaux des personnes. Donc, on va checker avec elles si elles ont tout l'équipement adéquat pour participer à la course, si elles respectent le matériel obligatoire, si au niveau médical, il n'y a pas de souci, elles ont un entretien avec les médecins de la course. Donc, tout ça se passe avant. Et puis ensuite, selon le format de la course, il y a plusieurs jours d'autonomie alimentaire pendant lesquels nous, on est là pour assurer la logistique des bivouacs, leur apporter le soutien médical et moral qui est nécessaire, leur fournir de l'eau régulièrement. Et enfin, à l'arrivée de la course, il y a encore là un moment de pause, de repos, on va dire, dans un hôtel pendant 1 à 2 journées où on fait la remise des récompenses et on se détend après l'effort, un peu de réconfort autour d'une bière bien souvent. Tu es présent, toi, sur tous les événements, tu les accompagnes de la prise en main jusqu'à la fin du séjour. Oui, bien sûr. Comme je le disais tout à l'heure, ma volonté dans l'idée d'organiser mes courses a été de faire un travail artisanal dans le bon sens du terme, c'est-à-dire d'être présent à chaque étape de la conception à l'organisation des événements. Et évidemment, je suis présent du début à la fin de la course.
Pour nous, en termes d'organisation, ça sous-entend souvent, enfin pas souvent, c'est en permanence, à chaque événement, on part bien avant les coureurs, on fait une reconnaissance du parcours, même si on le connaît, même si le parcours ne change pas tout le temps. On refait l'itinéraire, on voit les points qui sont critiques. Ça peut changer évidemment d'une année sur l'autre. Donc on passe du temps, en général, entre 1 à 2 semaines avant l'événement. On est une petite équipe à faire cela. Ça permet voilà, de se remettre dans l'ambiance, de caler tous les points de l'organisation. Ensuite, on accueille les coureurs. On passe la course évidemment ensemble avec un staff qui est recruté pour l'occasion. On essaie de plus en plus de prendre des gens sur place, des gens qu'on a maintenant formés entre guillemets, ou en tout cas qui ont l'expérience de nos courses. Donc c'est très agréable de se retrouver aussi. Ça se passe évidemment de mieux en mieux puisque les gens qui interviennent pour nous dans les différents pays connaissent aussi notre organisation. Donc tout ça se fait de manière très presque amicale, conviviale. Et ça se passe très bien. Et évidemment, oui, je suis présent du début à la fin et j'ai toujours été présent sur tous les événements. Et je pense que c'est une règle d'or à respecter. Je ne peux pas concevoir demain d'organiser un événement sans être présent. Ça me paraît pas du tout possible. Pas parce que ça pourrait pas se faire sans moi, mais parce que ça fait partie du travail et que c'est aussi mon plaisir d'être présent et de partager cela avec les coureurs. C'est ce que j'allais te demander parce que les bénévoles sont bien souvent au cœur de l'organisation de la course. Là, moi étant dans le Loiret, il y a encore des courses qui sont annulées malgré une ouverture au niveau des mesures sanitaires. Bah, les bénévoles font défaut, donc ça plombe certaines organisations de courses. Là, toi en plus, ce sont des courses qui ont lieu à l'autre bout de la planète, donc ça doit pas être facile peut-être de mobiliser et de s'entourer de personnes qui soient compétentes, fiables, même pour un balisage. Déjà, de baliser une course dans nos régions à proximité, c'est pas toujours simple. Alors là, à l'autre bout de la planète, je pense qu'il faut être très très cadré. Ça, c'est un des aspects de l'organisation de la course pour ne pas que les coureurs puissent se perdre, s'égarer. Enfin, faut revenir avec toute la troupe à la fin du séjour. Ouais. Ouais, à ma connaissance, on n'a oublié personne pour l'instant. Ça va. On a eu quelques frayeurs, quelques loupés. Je pense que ça arrive à tout le monde. On a quelques expériences de débalisage ou de balisage, de modification de notre balisage. Ça arrive aussi parfois par des enfants, notamment. Quelques souvenirs comme ça au Vietnam, mais non, on a la chance finalement maintenant depuis 10 ans d'avoir un vivier de gens, des personnes qui viennent, qui reviennent aussi. Ce genre de relation avec les gens qui travaillent avec nous bénévolement ou pendant un ou plusieurs événements, ça se construit aussi, la relation se construit dans le temps. Donc on a des gens qui viennent et qui reviennent et on fait en sorte de les faire revenir parce que c'est important pour nous, c'est un plaisir pour nous. C'est pas souvent un effort parce que ils sont évidemment contents de leur expérience et ils ont aussi envie de revenir. Donc on a une bonne dizaine de personnes qui viennent régulièrement. Donc on essaie au maximum d'anticiper et ça se passe très bien par rapport à ça. Et comme je le disais à l'instant, on a aussi sur place des équipes qui sont les mêmes depuis plusieurs années maintenant. Là en Bolivie, on a des chauffeurs, on a des gens qui nous font aussi qui participent à la logistique, qui sont avec nous depuis plusieurs années, donc ils connaissent parfaitement l'événement, ils savent ce qu'il y a à faire, ils connaissent l'itinéraire. Et puis pour nous, c'est évident qu'il faut travailler avec les gens sur place. On connaîtra jamais mieux leur pays, mais il y a un point positif en termes de partage, en termes de culture, d'échange. Et puis c'est aussi une économie. Donc, comme tu évoquais effectivement, on évoquait la période un peu compliquée qu'on vient de traverser. Il faut imaginer que là, en Bolivie, on était pratiquement le premier groupe à revenir là où on est allé, c'est-à-dire sur le Salar de Uyuni. Les gens n'ont pas travaillé depuis plusieurs mois et on apporte une bouffée aussi d'oxygène et on apporte aussi un plus à l'économie locale. Donc, c'est important de travailler avec les gens sur place. On le fait partout. On le fait au Mozambique, on le fait en Bolivie. On travaille avec une grosse équipe au Vietnam. On a une très grosse équipe parce que le terrain est très compliqué. On est obligé d'avoir beaucoup de personnes à plusieurs endroits. Donc, on a une grosse équipe. C'est la plus grosse équipe au Vietnam.
Et puis en Australie, c'est juste en Australie où on a le moins de personnes australiennes avec nous. C'est là où on a une plus grosse équipe internationale. Il y a beaucoup de gens qui viennent de partout. Mais c'est très important et non, ça se fait plutôt bien. Mais effectivement, le balisage, la logistique, les gens qui sont présents contribuent évidemment beaucoup à l'ambiance et à la qualité de l'organisation. Et c'est très important d'avoir des gens qui fédèrent, qui partagent les valeurs avec moi et avec les coureurs, évidemment. Je pense notamment aux médecins. On a plus de mal au niveau médical. C'est plus difficile à trouver les médecins, les infirmières. On est voilà les médecins à l'ancienne. On aime bien. On a un médecin qui vient encore, Bruno Thomas, qui a 60. On va pas dire son âge, qui a plus de 70 ans, mais qui connaît parfaitement l'histoire de la course à pied, qui a un vécu incroyable, qui a une expérience incroyable, qui a fait partie des premiers coureurs des premières éditions du Marathon des Sables, qui a participé avec moi et donc avec Canal Aventure à plus de la moitié de nos événements. Et voilà, un personnage comme ça dans l'équipe, ça donne tout de suite une autre couleur, c'est un plus indéniable. Donc la qualité des gens qui travaillent avec nous, la motivation, la bonne volonté à faire les choses est essentielle, hein, tout à fait. Si tu devais évaluer... Pardon, je t'ai coupé. Non, il n'y a pas de mal. Tu es l'invité, donc c'est toi qui as la parole. En termes de personnel, en dehors de toi, Jérôme, qui coordonne de A à Z, donc l'ensemble de ces courses, la logistique, les parcours, combien de personnes t'accompagnent? Parce qu'on n'a que 24 heures dans une journée, tu as que 2 bras et 2 jambes, tu peux peut-être pas tout gérer. Sur combien de personnes tu t'appuies pour coordonner un petit peu tous ces événements en dehors du marketing que tu sembles connaître de par ton expérience professionnelle, mais autour de toi, combien de personnes gravitent pour mener à bien cette agence de voyage? Je travaille tout seul à 90%, c'est-à-dire j'ai une personne avec qui on collabore pour écrire des textes, notamment des articles de blog maintenant. Depuis quelques années, on essaie d'animer le blog en faisant des articles sur les coureurs, sur des trajectoires de vie, sur des associations, sur des engagements des uns et des autres. Donc j'ai une personne qui collabore avec moi pour ces articles. Après, j'ai quelques personnes qui interviennent ponctuellement avec moi sur la création graphique, des choses de ce type-là. Mais non, la majorité du temps, je travaille seul, en collaboration, comme on vient de le dire, avec des équipes locales. Donc, j'ai un intermédiaire privilégié, on va dire, sur chaque destination, avec qui on échange sur la logistique, sur des points réglementaires, sur l'évolution de la situation, comme là, ça s'est passé ces derniers temps, on est resté en veille. Mais l'essentiel du travail se fait par mois. Encore une fois, sur l'aspect reconnaissance, là, je pars dimanche pendant 15 jours en Afrique pour reconnaître un nouvel itinéraire. Donc, je vais le faire avec, pareil, avec 2 personnes avec qui j'échange sur place depuis un moment. Donc, on va faire ça ensemble. Une fois que l'itinéraire va être fait, je vais finaliser en France, je vais le commercialiser en France en proposant une nouvelle course. Et puis, tous les aspects, tu viens de le dire, marketing, communication, je les gère de manière assez autonome. On collabore maintenant aussi avec une agence de relations presse, mais c'est tout récent. Et voilà, on essaie de faire un peu plus, mais l'essentiel est géré par moi-même. Il faut une bonne organisation. Est-ce qu'au niveau de l'organisation donc des courses sur place, tu as rencontré des blocages? Les autorités t'ont-elles parfois bloqué, empêché d'organiser un événement pour diverses raisons? Non, on n'a jamais eu de blocage, heureusement. Enfin, ça me paraîtrait compliqué, effectivement, demain, si une course devait être arrêtée, stoppée parce qu'on n'a pas fait le travail en amont. Non, tout se passe bien. On parle là d'une reconnaissance dans quelques jours en Afrique, mais pour créer une nouvelle course, en fait, c'est entre 2, 3, 4 reconnaissances. Donc, où on va voir l'itinéraire, on va vérifier tout ce qui est nécessaire en termes d'autorisation. Donc, tout ça, ça doit se faire bien en amont et il n'y a pas de mauvaise surprise. En revanche, c'est vrai qu'il y a des pays où c'est plus compliqué, plus long.
et notamment l'Australie, parce que, comme je le disais tout à l'heure, on traverse des territoires aborigènes, on traverse des parcs nationaux. C'est une administration qui est pas évidente à pratiquer. Donc, c'est les autorisations pour organiser The Track en Australie, c'est 2 ans de procédure. Et même si ça fait maintenant 10 ans que l'on y va, puisque la première édition a eu lieu en 2011, on doit toujours se soumettre à tout un processus, un protocole qui est très long et très laborieux. Donc, voilà, l'Australie est très long, et notamment par rapport à la traversée des territoires aborigènes. Alors, les aborigènes, les communautés traditionnelles aborigènes nous posent pas énormément de problèmes, ça se passe très bien, mais c'est plutôt les administrations australiennes qui protègent les aborigènes. Je dis protègent entre guillemets, qui gèrent les droits des aborigènes, qui sont parfois un peu compliqués à pratiquer. Mais globalement, ça se passe assez bien. C'est effectivement bien travaillé en amont et ça se fait très bien. On n'a jamais eu de mauvaise surprise pour l'instant. Croisez les doigts, que ça continue. Alors, concernant le choix des pays, donc tu l'as évoqué, la Bolivie, l'Australie, l'Inde, le Vietnam, ce sont des choix personnels, des pays que tu voulais découvrir. Comment on choisit justement ces pays? Enfin, comment tu choisis? Parce qu'on a compris, à 90%, Ouais. c'est toi qui mènes le bateau. Ouais, c'est ça. Bah, c'est pareil. Il faut que ça me plaise à moi. Il faut que ça me donne envie d'y aller. Je pense que on peut pas bien faire les choses si on n'est pas convaincu soi-même de l'intérêt de le faire. Donc, le choix pardon, de la destination, c'est avant tout quelque chose qui doit me plaire à moi. Ça me motive pour y aller. Ça anime ma curiosité. Donc, ouais, c'est des destinations qui me parlaient. Après, il y avait aussi un souci de trouver des destinations. Alors c'était, j'ai envie de dire, quand j'ai créé ces courses-là, parce qu'encore une fois, les courses se développent tellement. Aujourd'hui, il y a des courses partout. Mais la volonté, lorsque j'ai créé ces différentes courses, avec l'ambition de créer un challenge continental, ça a été déjà d'avoir une course par continent, de choisir ensuite des destinations, des pays où il n'y avait pas encore eu de course. Donc, essayer d'être le premier, entre guillemets, à aller visiter un territoire. Et puis après, c'était de trouver sur ces continents, dans ces pays peu visités, de trouver quelque chose qui soit parlant, qui soit révélateur d'une géographie. Donc l'Australie, évidemment, ça a été assez facile parce que c'est pour nous, Européens, une terre qui nous paraît lointaine, qui est très attractive. Uluru est un endroit fabuleux au cœur de l'Australie, donc il y a quelque chose d'assez dans l'imaginaire assez intéressant. La Bolivie, où on était le mois dernier sur le Salar de Uyuni, c'est juste un endroit incroyable et unique au monde. C'est le plus grand lac salé du monde. Donc c'est vraiment un endroit fabuleux. Donc de pouvoir y courir, de pouvoir y organiser un ultramarathon, c'est une chance géniale. Donc j'ai évidemment sauté dessus sur cette occasion-là quand j'ai vu qu'il n'y avait rien eu de fait encore. Le Mozambique, alors l'Afrique c'est un peu différent. On a fait plusieurs pays, on a fait le Cameroun, le Burkina Faso, et maintenant le Mozambique. C'est plus des contraintes aussi réglementaires, mais aussi liées à la sécurité. Il y a beaucoup, il y a eu des soucis au Cameroun juste après notre passage. Le Burkina Faso, on a été présent pendant la période aussi du dernier coup d'État, des changements de situation politique et une dégradation sécuritaire ces dernières années. Donc, on a dû changer à chaque fois de territoire. Et le Mozambique est une très belle surprise. C'est un endroit qui est très peu connu, un pays qui est très peu connu, très peu visité. Donc là aussi, on a essayé de trouver quelque chose d'original. On avait très peu d'informations sur les possibilités, sur comment faire, où aller. Mais finalement, ça s'est révélé être une très belle surprise. En Norvège aussi, on a été les premiers à faire la traversée des Alpes, pas des Alpes de Lingen, pardon, des îles Lofoten. On a fait une course qui traversait les îles. C'était très, très compliqué à organiser, mais on l'a fait. Maintenant, on est parti dans les massifs des Alpes de Lingen, je perds mes mots. Mais à chaque fois, voilà, il y avait cette volonté de trouver des itinéraires authentiques dans des endroits qui sont peu visités, évidemment accessibles et évidemment sécurisés, safe, pour que tout se passe dans les meilleures conditions. Donc voilà, et avec la motivation première que ça soit quelque chose qui m'attire, qui me donne envie d'y aller. Et voilà, je pense que jusqu'à présent, on a réussi à trouver des destinations qui soient attractives.
Et par rapport à toutes ces destinations, si tu devais, toi, en retenir une, ce serait laquelle? Celle qui t'a vraiment charmé, où tu t'es dit là, les coureurs, ils vont vraiment être dans un paysage fantastique et ils vont en prendre plein les yeux. Hein. Ce que tu disais tout à l'heure, courez les yeux ouverts et Ouais. prenez finalement conscience de ce qui vous entoure. Ce serait quelle destination pour toi? Moi, je vais essayer. Ouais, je sais pas. Je vais tourner un peu autour du pot avant de te répondre, même si voilà, la Bolivie est particulière, mais l'idée du challenge, c'était vraiment d'offrir finalement cinq fenêtres sur le monde avec vraiment cinq environnements totalement différents. Et si on a la chance de faire les courses ou ne serait-ce de regarder notre site internet ou les photos que l'on peut diffuser, et de prendre une photo sur sur chacune des courses, donc 5 photos devant soi, on va voir tout de suite qu'il y a des paysages qui sont totalement différents et que tout ça fait finalement la richesse de notre planète et la beauté du challenge. C'est-à-dire que entre le Salar de Uyuni, l'outback australien, les Alpes de Lingen, le Mozambique, le Vietnam, c'est totalement différent. Donc, pour répondre à ta question, je reste très attaché à l'Afrique, mais le Salar de Uyuni, où nous étions il y a quelques semaines, reste vraiment un endroit particulier où voilà, on se sent vraiment tout petit dans cette immensité où l'harmonie des couleurs est fabuleuse. Et je pense que c'est l'endroit où je me suis pas posé de questions. Je me suis dit là, c'est évident que les gens ne peuvent qu'adorer ou en tout cas être comment dire surpris, agréablement surpris par le paysage. C'est vraiment unique. Après, chaque paysage, chaque destination a son charme et ses couleurs et c'est différent. Mais vraiment, ouais, je pense que le Salar de Uyuni a une particularité. Voilà, c'est vraiment unique. Mais vous l'aurez compris, il faut faire les 5 courses pour apprécier tout ça. Exactement. Donc, ce challenge qui regroupe donc 5 courses, 5 ultramarathons sur 5 continents, ça se passe en combien de temps? Parce qu'on ne peut pas faire les 5 courses dans l'année, c'est pas possible. Non, on a évidemment, il y a des contraintes de temps pour nous organisateurs, mais évidemment pour les coureurs. Donc le format est fait sur 2 ans, c'est-à-dire il y a des courses qui ont lieu tous les ans, notamment le Mozambique et le Vietnam. Donc en Afrique et en Asie, c'est 2 courses qu'on organise tous les ans. En revanche, la Norvège, la Bolivie et l'Australie sont organisées tous les 2 ans. Donc voilà, il y a un calendrier qui permet finalement de pouvoir faire toutes les courses sur 2 années. Il y a même une possibilité d'enchaîner les 5 courses dans un ordre chronologique, c'est possible. Mais c'est vrai que là, avec le Covid et avec les 15 derniers mois qui viennent de s'écouler, on a eu des reports, des annulations. Il y a 6 événements qu'on n'a pas pu faire. Donc le calendrier a été un peu chamboulé et on va l'adapter, on va le modifier dans les semaines, dans la fin de l'année 2021 pour annoncer voilà, des nouveautés pour la suite. Mais effectivement, c'est un challenge de 5 courses, 1260 km, avec la particularité de courir dans des environnements très différents. Et c'est ça aussi qu'on voulait valoriser, la polyvalence du coureur, être capable de courir 520 km en Australie, mais être capable aussi de courir 220 km au Mozambique en 5 jours, ou alors de courir en Bolivie aussi 220 km, mais à 3600 mètres d'altitude, donc avec beaucoup moins d'oxygène. Et puis être capable aussi de courir 4 jours dans la jungle et dans les montagnes du Vietnam ou en non-stop en Norvège. Donc c'est vraiment 5 courses avec des distances, des formats et des environnements très différents. Et finalement, ce qu'on essaie de promouvoir, c'est la polyvalence, la capacité d'adaptation du coureur, savoir évoluer dans ces différents environnements pour que finalement il soit capable de performer, de réussir à cheminer sur des territoires très différents. Mais difficile de les faire toutes. J'ai perdu le nombre. Je crois qu'il y a 5 ou 6 coureurs qui ont fait toutes les courses et qui ont fini toutes les courses pour l'instant. Il n'y en a pas beaucoup. Alors, tu m'as piqué la
justement la question sur la polyvalence, parce que effectivement, il faut être capable d'absorber, on va dire, la fraîcheur des contrées norvégiennes, la hauteur donc des sommets Mhm. boliviens, l'aridité de l'Australie ou du territoire africain. Aujourd'hui, sur les personnes qui rejoignent Canal Aventure pour partir en trek, en trail, en ultramarathon avec vous, c'est quoi le profil d'un coureur? Est-ce que c'est quelqu'un qui a déjà une expérience dans le trail? Est-ce que c'est des gens qui sont peut-être retraités mais actifs, des populations jeunes? Est-ce qu'il y a une typologie particulière de vos aventuriers? Non, la typologie, elle va être assez semblable à celle de toutes les courses, tous les trails ou tous les ultramarathons. La vraie spécificité de nos coureurs, la vraie particularité, je pense que c'est ce qu'on a évoqué tout à l'heure, c'est des coureurs qui ont l'âme d'un aventurier, l'âme d'aventurier. Ils ont envie de sortir de leur zone de confort, ils ont envie d'explorer de nouveaux territoires, ils ont envie de se confronter à des environnements nouveaux, d'élargir leurs possibilités. Je pense que c'est vraiment ça qui fait la différence entre les coureurs que l'on peut côtoyer sur toutes les courses qui existent aujourd'hui et ceux qui viennent chez nous. Il y a vraiment cette différence-là. Après, d'un point de vue sociologique, il y a tous les profils. En termes d'âge, il y a tous les âges aussi. On a une moyenne d'âge, je crois, qui est autour de 47-48 ans, donc qui est semblable à tout ce qui va être. Enfin, c'est pareil dans tout type de course. Donc, la vraie particularité des gens qui viennent chez nous, c'est vraiment cette idée de faire quelque chose de différent, de retrouver, comme on le disait tout à l'heure, l'esprit originel des courses d'aventure il y a 20 ans, 25 ans, lorsque ça voulait dire quelque chose de partir à l'aventure, c'est-à-dire d'accepter finalement de rompre avec son quotidien, de sortir de sa zone de confort, d'accepter de laisser tout ce qui est superflu pour se concentrer uniquement sur l'essentiel. Euh, voilà, c'est ce qu'on essaie de promouvoir aussi à travers les courses, c'est-à-dire que la différence avec beaucoup d'autres courses, c'est qu'on prend évidemment soin de nos coureurs, on fait en sorte que tout se passe bien, mais on les oblige à se focaliser sur l'essentiel. On leur donne très peu de confort. Il n'y a pas de siège, par exemple, sur les bivouacs. On leur fournit pas d'eau chaude. On les laisse chauffer leur eau avec du feu. On les laisse faire les feux eux-mêmes. On essaie vraiment voilà, de les placer dans un environnement où ils vont être autonomes et puis confrontés à juste l'essentiel, c'est-à-dire manger, boire, réussir à avancer. Et ce qu'on leur apporte le plus important, c'est l'encadrement de qualité, comme on l'a évoqué aussi, la chaleur humaine. Mais voilà, il faut être capable de ça. On on a vu dans les premières éditions, les premières courses que l'on pouvait faire, effectivement, des profils de coureurs qui venaient plus rechercher la performance, qui étaient intéressés pour courir une course et qui passaient beaucoup de temps sur leur montre ou sur la technicité de leurs chaussures, qui étaient beaucoup à l'écoute de leur corps. Ce profil de coureur, j'ai envie de dire, il est de moins en moins présent avec nous parce que c'est pas ce qu'on valorise le plus. Nous, ce qu'on valorise le plus, c'est vraiment le coureur qui va être capable je disais tout à l'heure, de courir effectivement en regardant les paysages, en regardant ce qui se passe autour de soi et en acceptant effectivement que tout va peut-être pas se passer comme il l'a prévu dans sa préparation parce que c'est l'aventure, parce qu'effectivement, il fera peut-être un peu plus chaud, un petit peu plus froid, peut-être que son corps ne sera pas à l'écoute. Il sera pas dans les meilleures dispositions. Donc tout ça, il faut être capable de le gérer pour finalement se rendre compte que le plus important, c'est peut-être pas d'être finisher, mais c'est juste d'être présent et de vivre l'instant présent où vous soyez en Bolivie, au Vietnam, en Afrique ou en Australie. Et voilà, c'est cette idée-là vraiment qui fait la différence. Après, en termes d'âge, en termes de représentation aussi des femmes, on est à 40%. Donc c'est des statistiques qui sont assez comparables à toutes les statistiques des courses aujourd'hui qui existent. Jérôme, par rapport donc à cette organisation de course, est-ce qu'à la fin, les participants ont une médaille ou est-ce que la récompense est bien plus intérieure avec tout ce cheminement, ce que tu évoquais, hein, ces rencontres, ce partage et la découverte de ces nouveaux paysages, nouveaux territoires, les échanges peut-être aussi avec les populations dans les bivouacs où vous vous rendez? Ouais, bien sûr. La première récompense, c'est ce que tu viens d'évoquer. C'est effectivement, c'est l'expérience qui est vécue, les émotions qui sont partagées, c'est les rencontres, le partage avec les autres coureurs, puisque
Sur des groupes entre 15 et 25 coureurs, les gens sont entre guillemets forcés de se parler. Ils sont obligés de se côtoyer, même si il y a en général une dizaine de nationalités. Les langues sont pas évidemment, tout le monde ne parle pas toutes les langues, donc on a souvent des échanges avec des bouts de phrases en anglais, en allemand, en espagnol, en français. Enfin, on mixte tout ça. Mais ça se passe et ça se passe bien, et c'est ça aussi que les gens recherchent. Donc le partage, les émotions, il y a beaucoup aussi de communication qui sont simplement liées à des regards. Donc les regards échangés avec les populations locales parfois que l'on rencontre, comme tu le disais, sur les bivouacs ou sur le bord des routes, c'est vraiment ça la première récompense. Après, il y a effectivement une médaille et un t-shirt finisher. C'est plus de l'ordre de la symbolique. Mais c'est une symbolique qui est importante. On sait que les coureurs y tiennent. Et ça reste une compétition sportive. Donc, il y a effectivement un classement, il y a des récompenses. Voilà, c'est pas une simple balade. Même si on parle beaucoup de l'aventure, voilà, du voyage que l'on propose. On l'a dit tout à l'heure, je suis sportif, j'ai fait du sport de haut niveau, j'aime ça, j'aime la performance. Donc, la dimension sportive est présente. C'est juste qu'il faut y donner du sens. C'est-à-dire qu'encore une fois, si vous courez avec la seule idée en tête de finir dans le meilleur temps possible et votre préoccupation, c'est le chrono, eh bien, pour nous, vous passez à côté de quelque chose. Donc, ça manque de sens. Mais les deux sont compatibles. Vous pouvez faire des performances sportives et en même temps avoir du sens dans cette action. Donc, il y a des médailles, il y a des t-shirts. Et puis, il y a un point qu'on n'a pas évoqué qui est important aussi, c'est qu'on propose un classement au kilomètre. En quelques mots, c'est très simple. Un coureur, une personne qui peut pas sur une étape finir l'étape parce qu'elle est fatiguée, parce qu'elle a une défaillance ce jour-là, ou parce qu'elle est hors temps limite, parce qu'on a des temps limites parfois qui sont, enfin tout le temps d'ailleurs, c'est 10 heures pour faire une étape, mais des fois il y a des temps plus réduits sur certaines parties pour des raisons sécuritaires souvent. Eh bien, si ces personnes-là sont mises à l'arrêt, si elles ne peuvent pas finir l'étape, si médicalement il n'y a pas de problème, on leur donne la possibilité de continuer le lendemain, de reprendre la course et de poursuivre la course. Elles restent dans le classement général, elles restent dans le groupe, elles restent dans l'aventure. Et la seule différence, c'est qu'elles ne vont pas avoir à la fin leur t-shirt finisher, puisqu'elles n'auront pas fait la totalité du parcours, mais elles auront la médaille parce qu'elles auront fait quand même une performance sportive. Et parcourir 300 ou 400 km en Australie en 10 jours, ça reste une performance sportive et il faut la valoriser. Donc ça, c'est aussi un point important de nos aventures, c'est que finalement, il faut voyager, il faut s'ouvrir aux autres, s'ouvrir aux cultures et observer le monde qui nous entoure. Il faut performer, essayer de faire le maximum pour faire la totalité du parcours, puisque c'est ça l'objectif des coureurs qui viennent, ce sont quand même des compétiteurs. Mais il faut aussi accepter parfois qu'on n'est pas au niveau ou on n'est pas en forme à ce moment-là. Mais c'est pas grave. Si on fait simplement 200 km au lieu des 220, on a fait une belle performance. Et l'idée, c'est de la valoriser et de valoriser cet effort-là. Donc ça, c'est un point aussi important de nos courses. On fait ça depuis le début et ça plaît aussi. Voilà, c'est un point important. Entre la première course, donc le The Track en Australie, et la prochaine au Mozambique, comment Jérôme a évolué en tant que coordinateur, organisateur de courses? Comment tu te perçois avec 10 années de plus à la tête de ces organisations de courses? Qu'est-ce qui a évolué? Qu'est-ce qui a changé? Comment tu t'es bonifié pour apporter toujours de meilleures conditions de course à ces aventuriers, à ces ultra-marathoniens? Alors, ce qui n'a pas changé, je pense, c'est ce qu'on a évoqué depuis tout à l'heure, c'est-à-dire l'ancrage du départ, c'est-à-dire les motivations du départ, c'est-à-dire de trouver des destinations authentiques, de préserver l'esprit d'aventure, la dimension humaine, les fondamentaux. Je pense que ça, c'est important de ne pas les faire changer parce que c'est ce qui était le point de départ et c'est ce qui a fait que ça a fonctionné. Et il ne faut pas oublier ces choses-là. Par contre, ce qui a changé, il y a beaucoup de choses. L'acceptation finalement, voilà, que l'aventure, c'est l'aventure. Donc, il y a des choses qui ne se passent pas comme prévu, qu'il faut s'adapter. C'est-à-dire que la capacité d'adaptation des coureurs qu'on évoquait, elle est valable aussi pour nous, organisateurs, et pour moi en tant qu'organisateur. Donc, accepter parfois que les choses ne se passent pas exactement comme on le souhaite. Être à l'écoute,
des gens avec qui on travaille. C'est-à-dire que j'apprends beaucoup des gens avec qui on travaille, que ce soit les équipes au Vietnam, en Afrique, les gens qu'on rencontre, les échanges humains sont vraiment enrichissants. Ça, j'ai appris beaucoup des gens qui sont venus avec nous travailler sur un événement ou plusieurs événements ou les équipes locales qui partagent nos aventures. Après, ce qui a changé aussi, c'est peut-être ce qu'on est en train de faire là, c'est-à-dire réussir à mettre des mots sur des idées ou des projets que j'avais au départ et que je savais peut-être pas spécialement formuler. Il y a une affirmation de ce que j'ai envie que mes courses soient, c'est-à-dire que tout ce qu'on vient d'évoquer là, c'est des choses que certainement j'avais en moi au début quand j'ai fait la première édition de The Track. Mais maintenant, je suis capable de l'affirmer, je suis capable de le revendiquer. Finalement, c'est pas effectivement le choix d'avoir fait des courses à taille humaine. Donc, c'était pas ce qui était tendance. Aujourd'hui, je me rappelle d'avoir été sur un salon d'organisateurs de courses où finalement tous les organisateurs valoriser leur événement en disant que l'année dernière, ils étaient 100, que cette année, ils étaient 200, que l'année prochaine, ils seraient 250. Cette course à la grandeur, c'est pas vraiment ce qui, moi, m'attirait. Et c'est vrai qu'au début, je me suis dit peut-être que je fais une erreur en partant dans cette direction-là. Et finalement, non. Le projet départ correspond à une vraie demande des coureurs aujourd'hui. Donc ça a changé aussi. C'est-à-dire que je suis capable aujourd'hui de l'affirmer. Et je sais qu'on n'a pas fait un mauvais choix. On ne plaît évidemment pas à tout le monde et on ne peut pas plaire à tout le monde, mais je sais que l'offre de courses que l'on propose répond à une vraie demande des coureurs et une demande qui est croissante. Donc voilà, je pense que c'est ça. Je pense que le plus grand changement, c'est vraiment quand même l'enrichissement aussi des rencontres et des expériences partagées. Je pense que le livre en parle beaucoup et c'était ça aussi l'ambition de ce livre. Le chemin de l'aventure, c'est de pouvoir partager toutes ces émotions, toutes ces rencontres, toutes ces anecdotes. C'est ce qui fait qu'on change, c'est ce qui fait qu'on s'enrichit en tant qu'organisateur, mais c'est la même chose pour les coureurs, je pense. Alors, effectivement, pour les 10 ans donc, de Canal Aventure, là, tu as très bien lancé le projet du livre. Donc, vous sortez un livre qui retrace un petit peu toute cette expérience en une décennie de voyage à travers la planète. C'était un choix de vraiment matérialiser, de formaliser par des souvenirs, par des images, par des récits, tout ce que tu as pu traverser avec ces différents aventuriers dans un livre donc qui s'appelle Le chemin de l'aventure. Ouais, c'était un vrai projet. Enfin, je me souviens quand j'ai commencé avec à organiser des cours, je m'étais fixé un objectif, c'est-à-dire de faire la première édition de The Track en Australie. Puis rapidement, avant même la première édition, mais c'était dans un coin de ma tête, je m'étais dit, voilà, j'ai envie d'en faire plus, j'ai envie de faire ce challenge qui existe aujourd'hui, le Road Sign Continental Challenge. Et puis, il y avait, je m'étais dit aussi, dans un coin de ma tête encore, voilà, au bout de quelques années, une dizaine d'années, c'est représentatif de se dire, voilà, j'espère que dans 10 ans, je serai encore là et j'aimerais bien pour matérialiser, pour raconter tout ce qu'on a pu vivre, faire un livre. Donc c'était un projet dès le départ, c'était une idée que j'ai nourrie toutes ces années. Et puis ça approchait, voilà, on en parlait un peu plus précisément quand l'année anniversaire arrivait. Et puis à un moment donné, il faut se lancer. Donc je me suis lancé, c'était un vrai projet. La période qu'on a connue avec le Covid et l'impossibilité d'organiser des courses pendant plusieurs mois m'a donné plus de temps que prévu. Donc, c'était aussi intéressant parce que finalement, c'est un gros projet. Le livre a été fait en auto-édition. Donc, on l'a fait avec quelques personnes qui m'ont aidé pour les photos, pour la mise en page, pour évidemment la rédaction des textes, les traductions. Donc, on est quelques personnes à avoir collaboré sur le projet. Il y a des coureurs, il y a des témoignages, donc c'est des gens aussi qui ont participé activement à la rédaction du livre. Donc c'était un beau projet et c'était vraiment important, ouais, je pense, de marquer le temps, de faire un bilan de ces 10 années pour passer à autre chose et puis pour laisser une trace. Et puis aussi pour partager avec le plus grand nombre de personnes ce qu'on vient de dire, c'est-à-dire les émotions, les anecdotes. Comment ça se fait aussi, comment on organise des courses, expliquer un peu les valeurs de Canal Aventure, expliquer aussi
le sens que ça a d'organiser ce genre de courses et pour les coureurs, pourquoi ils les courent, ces courses. Il y a beaucoup de gens, même dans mon entourage, qui comprennent pas ou qui savent pas vraiment ce que je fais comme métier. Donc, c'était intéressant de se dire, bon, à un moment donné, il va peut-être falloir expliquer tout ça. Donc, voilà, c'était un vrai projet et je suis content de l'avoir fait parce que ça valait le coup. C'est sympa. Ça a fait du bien à tout le monde. Et ça permet vraiment de repartir maintenant sur de nouvelles bases et sur une nouvelle décennie, avec de nouveaux projets et de nouvelles ambitions. Quelles sont ces ambitions justement pour cette deuxième décennie pour Canal Aventure et pour toi-même? Est-ce qu'il y a peut-être un pays où tu aimerais justement aller fouler, tracer un itinéraire? Est-ce qu'il y en a un qui te dit celui-là, il faut vraiment que j'aille explorer et proposer aux aventuriers un événement sur ce territoire-là? Alors, c'est pas tellement le territoire, c'est plus le format. C'est-à-dire que c'est bien, effectivement, le livre a permis de passer à autre chose, mais il faut pas non plus, comme on vient de l'évoquer, oublier ce qui a fait fonctionner les courses de Canal Aventure. Donc, l'idée, c'est de pouvoir continuer, d'évoluer, mais toujours dans le même esprit. Donc, c'est ça aussi qui était important pour moi. Donc, le challenge va continuer d'exister, évidemment, avec ces 5 courses qu'on a évoquées sur 5 continents. Des territoires explorés, il y en a plein, mais c'est plutôt le format. C'est-à-dire qu'on va capitaliser sur The Track, qui est vraiment une course particulière par rapport à son format, 520 km. C'est l'une des courses les plus longues du monde. À ma connaissance, si je ne fais pas d'erreur, c'est la course la plus longue en autonomie alimentaire et par étapes. Il existe des courses plus longues, mais qui sont en non-stop ou alors sans autonomie. Donc, avec ce format-là d'autonomie alimentaire et d'étapes, c'est la course la plus longue. Et donc, on va décliner le format de The Track sur les 5 continents. Donc, il y aura maintenant plus un seul The Track en Australie, mais il va y avoir 5 The Track en Australie et dans 4 nouvelles destinations. Donc, c'est ça un peu la nouveauté. Et la question que tu vas me demander, c'est peut-être quelle destination, non? On va laisser un petit peu de suspense. Je pense que les gens suivront l'aventure. Exactement. Les destinations sont presque finalisées. Elles le seront dans quelques semaines. Donc, tu as raison. Voilà, s'ils suivent l'activité de Canal Aventure, dans quelques semaines, on annoncera les nouvelles destinations et ce projet se prendra forme. En dehors du Covid, Jérôme, où tu as occupé ton temps à la rédaction donc, de ce livre, Le chemin de l'aventure, est-ce que tu n'as pas été frustré de ne pas pouvoir bouger, voyager, toi qui dois être sans cesse en transit d'un pays, revenir en France, repartir les halls d'aéroport doivent te connaître, je pense, suffisamment. Ouais, il y a évidemment beaucoup de frustration, mais comme pour beaucoup de gens, je pense que c'était une période qui a pas été évidente. Après, il faut pas être égoïste, c'est-à-dire qu'on a été quand même très gâtés en France, on a été voilà, on n'est pas les plus à plaindre par rapport à cette difficulté. Donc, d'un point de vue personnel, oui, j'étais frustré, c'était difficile de pas pouvoir organiser, de pas pouvoir s'exprimer à travers son métier et de faire ce que l'on aime, c'est une évidence. Mais voilà, j'ai plus été perturbé par plein d'autres choses qui découlent du Covid, par plein de problématiques qui ont été évoquées. Mais voilà, c'est plus l'environnement, voilà, des sensations qui n'ont pas été agréables. Après, je pense surtout, comme on l'évoquait aussi tout à l'heure, que voilà, la notion le tourisme en soi est pas quelque chose de fondamental, mais voyager reste essentiel. Même si aujourd'hui on a accès à plein de choses avec Internet, avec les livres, évidemment, cette possibilité de rencontrer les gens, de voyager, de faire fonctionner aussi une économie dans beaucoup de pays, c'était quelque chose qui est important. Donc ça, c'était aussi quelque chose. Enfin, c'est quelque chose qui m'a plus perturbé que ma propre personne. Oui, j'ai été frustré, je vous le confirme, mais voilà. Il y a beaucoup de personnes qui ont souffert de cette période, en France et ailleurs surtout, et c'est pas fini, puisque nous, si on a la chance de revoyager, il y a encore des destinations comme le Vietnam, par exemple, où on ne pourra probablement pas aller encore en mars parce qu'ils sont encore confinés sur des longues périodes. L'Australie est un pays encore fermé. Alors, certes, on peut y aller, mais les Australiens aujourd'hui ne veulent pas de nous. Donc, non, le problème n'est pas totalement fini et la frustration a plutôt été sur effectivement
euh, voilà, d'une manière très globale par rapport à l'impact que ça peut avoir sur plein d'économies, plein de pays, bien plus que sur ma personne. Mais ça va mieux, effectivement, de pouvoir reprendre l'avion, de revoyager, de revoir les coureurs. Et puis, voilà, la Bolivie, le mois dernier, a effectivement été vraiment un grand plaisir partagé avec les équipes sur place et les coureurs. Il y avait beaucoup d'émotions à l'arrivée et à la remise des récompenses. Des coureurs qui avaient peut-être pris un engagement sur un événement qui est tombé à l'eau du fait du Covid, comment ils l'ont accueilli? Comment vous avez pu vous les rassurer pour leur montrer que vous serez présent à la sortie de cette crise, même si tu l'as dit, c'est pas encore totalement fini. L'accueil de ces annulations, ils l'ont bien pris, ils l'ont compris? Ouais, ouais, très très bien. Et enfin, l'ensemble des gens, enfin les coureurs qui étaient inscrits sur toutes nos courses, on a une centaine de coureurs qui étaient inscrits sur nos différentes courses pour les différentes éditions et années à venir. On n'a pas eu de problème. Tout le monde a été très compréhensif par rapport à la situation. On a été flexible. On a permis de faire des changements de destination. Il y a eu aussi des remboursements, des gens qui effectivement après 6 mois ou un an, puisqu'on a le dernier événement qu'on a annulé, c'était en Norvège au mois de juillet, donc ça faisait 2 ans pour certains qui étaient inscrits, donc ça faisait beaucoup d'attente. Donc voilà, on a aussi remboursé des gens, on a changé de course pour certains autres coureurs, mais globalement, voilà, il n'y a eu aucun souci, les gens ont compris la situation, on a fait preuve de flexibilité. Et puis, après, comment on les a rassurés? On les a rassurés en communiquant, en montrant qu'on était toujours présent. On a été beaucoup plus présent sur les réseaux sociaux, en continuant de poster des photos, de raconter des histoires, en parlant du projet, notamment du livre. Et puis, là, ce que l'on fait, c'est aussi le projet des nouvelles courses. C'est aussi ça, c'est de leur montrer que, eh bien, on est toujours présent avec de nouvelles ambitions. Et puis, de leur expliquer que voilà, il y a des nouvelles contraintes pour voyager, mais que tout est possible, qu'on fait les choses dans les règles, qu'on respecte les protocoles sanitaires des pays où l'on va, euh, voilà, qu'on fait les choses, encore une fois, comme on l'a évoqué tout à l'heure, de manière professionnelle et sérieuse. Et je pense que c'est la meilleure façon de rassurer les gens. Le fait d'avoir fait la Bolivie le mois dernier, c'est très positif. On a été très suivis sur les réseaux sociaux. On a communiqué beaucoup plus que d'habitude sur les réseaux sociaux pendant l'événement aussi pour montrer que les courses reprenaient, qu'on était de nouveau sur le chemin de l'aventure. Et puis, on va faire pareil là, pour le Mozambique. On a eu de nouvelles inscriptions pour l'Afrique ces dernières semaines, donc c'est positif. Ça va reprendre tranquillement, doucement, mais il faut effectivement rassurer en communiquant, en parlant beaucoup, et encore une fois, en mettant beaucoup d'humanité dans les échanges. Il n'y a pas beaucoup d'autres recettes, je crois. En termes de budget, on ne l'a pas évoqué depuis le début de cette interview. Un coureur qui demain te contacte pour un événement, entre le matériel et la course, donc dans toute son organisation avec le transport, le voyage, on l'a bien compris, hein, 2-3 jours avant, la course avec 2-3 jours après pour décompresser un petit peu. C'est une enveloppe voilà, qui regroupe combien de dizaines d'euros? Bah, ça dépend de la course. On a des tarifs qui vont de 800 euros à 2000, 2900 euros selon la destination. Mais si on prend, par exemple, l'Australie, qui est aujourd'hui une course à 2900 euros pour 10 jours de course, avec, comme tu l'as dit, les prestations évoquées avec l'hébergement avant et après. À ça, il faut évidemment ajouter le matériel, la nourriture, qui a un coût très important également, et puis ajouter le prix du billet d'avion. Donc, les prix des billets d'avion sont très aléatoires selon les destinations aussi, mais globalement, c'est un billet d'avion, quelles que soient les destinations aujourd'hui que l'on propose, c'est entre 600, alors, la Norvège a beaucoup moins évidemment, mais c'est voilà, entre 600 et 1200 euros, plus, on vient de le dire, 2900 euros. Et puis après, le coût du matériel et de la nourriture. Donc là, c'est très aléatoire. Il y a des gens qui vont être suréquipés avec tout ce qui existe de possible, imaginable. Et puis, il y a des gens qui viennent très simplement avec un t-shirt coton et une bonne paire de baskets. Ils sont moins nombreux, mais ça fait partie aussi de la possibilité. Donc, voilà, moi, je m'attache surtout au prix de nos inscriptions qui sont autour de
autour de 800 € pour la Norvège. Et puis, pour les plus chers, 2 900 € pour l'Australie. Donc, c'est une enveloppe qui représente un coût, mais qui reste très raisonnable. Et là aussi, en comparaison de beaucoup d'autres courses qui existent aujourd'hui, ou simplement de séjours touristiques que l'on peut trouver à disposition, ça reste des prix raisonnables. Le prix de la nourriture lyophilisée est important, et le prix du matériel aussi peut l'être. Mais c'est très aléatoire selon les personnes et selon les pays. Mais ça représente une enveloppe, on en est conscient. Quel serait finalement le pays où la petite bière de récup est la meilleure par rapport à la Bolivie, à l'Inde, au Vietnam, à l'Australie, au Mozambique? L'Australie vraiment reste particulière sur l'effort, sur l'investissement en termes physiques, en termes moral. C'est aussi pour ça qu'on a envie de capitaliser sur cet événement-là, comme on le disait tout à l'heure, plutôt que de s'efforcer à trouver des destinations aujourd'hui nouvelles. C'est vraiment ce format-là qui est particulier et qui, moi, m'intéresse, parce que c'est vraiment un format où, à partir de 5 jours de course en autonomie alimentaire, vous passez vraiment dans une autre dimension. Vous pouvez pas tricher, vous pouvez pas faire semblant. Si vous êtes venu pour de mauvaises raisons, vous n'allez pas finir. C'est une évidence. Il faut vraiment faire l'effort de se connaître, d'apprendre à se connaître pendant la course, si c'est pas fait avant. Mais il y a un vrai travail sur ses motivations, sur les raisons qui nous ont poussé à courir la course. Donc toutes ces dimensions-là font qu'elle est particulière, cette course en Australie, ce format de The Track avec 520 km en 10 jours, avec une dernière étape qui fait 140 km. Donc une étape qui est finalement un événement dans l'événement. Donc tous ces paramètres font qu'effectivement, à la fin de la course, les gens ont vraiment un visage marqué, une vraie fatigue morale et physique. Et je pense que c'est ce qui justifie vraiment une bonne bière. Mais elle est bu presque partout, hein, pour assurer les coureurs. Ils sont pas obligés de faire l'Australie pour avoir le droit à une bière, mais je pense que l'Australie, plus sérieusement, est vraiment un format à part. On parlait tout à l'heure du Marathon des Sables, qui est en train de se courir d'ailleurs actuellement. C'est 250 km de mémoire. L'Australie, c'est 520 km. Donc, ce que l'on propose en 10 jours, c'est 2 fois le Marathon des Sables. C'est quelque chose qui est vraiment particulier. Et c'est vrai que lorsqu'on a créé cette course-là en 2011, beaucoup de gens me disaient, mais est-ce que tu penses que les coureurs peuvent courir ce genre de distance? Est-ce que c'est possible? Est-ce que c'est réalisable? On s'est posé la question, on a parfois douté, j'ai parfois douté, puis finalement, ça s'est fait. Je crois que c'est la 3e édition où on a eu 100% de gens qui ont été finishers, donc c'est possible. La première édition, ils ont beaucoup souffert. Je pense qu'on était évidemment peut-être moins bien organisés, mais les coureurs aussi n'étaient pas préparés à ce genre d'épreuve. Encore une fois, qui demande vraiment une préparation optimale, une préparation physique importante, et puis une préparation mentale vraiment hors norme. Donc, la première édition, ils ont vraiment souffert. Et puis, au fil des éditions, ils ont appris, les coureurs qui venaient ont pu prendre de l'information auprès des anciens, des coureurs qui avaient participé aux épreuves précédentes. Et finalement, on a eu 100% de finishers, je crois, sur la 3e édition. Mais ça reste une course vraiment particulière qui n'est pas finie non plus jusqu'à la fin, puisque, encore une fois, la dernière étape, 140 km. Lors de la dernière édition, il y a eu je crois 3 abandons de coureurs qui étaient arrivés à 485, 490 km. Donc, il leur restait très peu. Mais c'était le maximum. Ils ne pouvaient pas aller plus loin. Donc, c'est vraiment une épreuve à part par rapport à ces paramètres. Et ça justifie la bière amplement. Oui, on l'a bien noté. En tout cas, avec modération. En tout cas, Jérôme, merci pour cette présentation d'un format d'agence de voyage un petit peu hors du commun, donc par le biais de Canal Aventure. Et puis, si les gens veulent déjà peut-être s'imprégner de ce que tu fais depuis 10 ans, je les invite à aller se presser en librairie pour parcourir ton livre, donc Le chemin de l'aventure, qui retrace finalement ces beaux paysages, ces différentes courses. Écoute, je te remercie. Alors, pour le chemin de l'aventure, par contre, le meilleur chemin pour avoir accès au livre, c'est pas les librairies, mais plutôt le site internet, canal-aventure.com, ou alors sur les réseaux sociaux où on est présent, Facebook ou Instagram, ils pourront avoir le lien pour commander le livre. Mais effectivement, merci de m'avoir donné la parole ce matin, et le livre est vraiment un bon
un bon résumé de ces 10 ans avec beaucoup d'anecdotes. On n'a pas évoqué les anecdotes, mais il y a quelques belles anecdotes dans le livre de coureurs, notamment un coureur burkinabé qui raconte son aventure avec nous. On a parlé des aborigènes. Il y a aussi toute une anecdote dans le livre avec Perrine qui a négocié, qui a en tout cas rencontré les communautés aborigènes lors de la première édition. Voilà, il y a plein de messages aussi très positifs à travers ce livre. Et si je peux juste me permettre, l'idée on a beaucoup parlé de sport, de voyage et là du chemin de l'aventure, du livre en question. Mais le message aussi du livre, c'est de pouvoir dire que finalement, la vie, elle est belle et c'est finalement la plus belle aventure que tout le monde a devant soi. Et il n'y a pas que le sport ou l'organisation d'événements pour se réaliser. Ce qui est important, c'est juste d'avoir des projets et de se donner les moyens de réaliser ses rêves, ses projets. Et que la vie est beaucoup plus belle lorsqu'on fait ce que l'on aime et lorsqu'on qu'on fait ces efforts-là de s'épanouir à travers une activité sportive ou artistique ou quelle que soit l'activité. Voilà, c'est un peu le message qu'on voulait aussi délivrer à travers le livre. Moi, ce que j'ai noté sur le site également, c'est rencontre et partage. Et aujourd'hui, on a été vraiment dans cette rencontre parce que je ne connaissais absolument pas ce format de course. Et puis, on a pu partager ton expérience. Donc, un grand merci, Jérôme. Et peut-être que des auditeurs se lanceront dans les mois à venir sur une de tes courses. Merci beaucoup, Sébastien. Et avec plaisir, on sera là pour les accueillir chaleureusement et pour partager ces moments de partage et ces émotions sans problème. Merci à toi. Merci à toi, Jérôme. Et pour les auditeurs, je vous dis à la semaine prochaine pour de nouvelles aventures. Alors peut-être pas aussi lointaines que celles de Jérôme, mais en tout cas avec un nouvel invité. Moi, je vous souhaite un bon week-end et bonne écoute du podcast À côté de mes pompes. J'espère que cet épisode avec invité vous aura plu. Je vous remercie infiniment de votre écoute. Pour faire remonter le podcast dans les classements, je vous invite à laisser une petite évaluation sur Apple Podcast, 5 étoiles, un petit commentaire, ça me fera énormément plaisir et vous permettrez au podcast d'être remonté, diffusé, déployé sur ces différentes plateformes de façon plus importante encore qu'il n'est actuellement. Et puis je vous invite à me retrouver sur les différents réseaux, Facebook, Instagram. Laissez votre petit message, votre commentaire, ça me fait plaisir d'échanger avec vous. Si vous avez des questions, si vous voulez échanger sur quelconque sujet en lien avec la course à pied, mais pas que, parce que le sport c'est une philosophie de vie et c'est une passion qui nous anime de façon commune, donc n'hésitez pas à venir échanger avec moi. Sur ce, je vous souhaite une bonne fin de semaine, un bon week-end et je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode du podcast À côté de mes pompes.